Depuis la nuit des temps, les cieux ont suscité la crainte et l'émerveillement des hommes. Nos ancêtres ont observé le ciel avec émoi et attribué toutes sortes de pouvoirs aux objets célestes que nous appelons désormais les planètes. En réalité, depuis leur apparition, les hommes scrutent les cieux et se posent la même question. Quel est le lien qui nous relie avec ce que nous observons dans le ciel? Les anciens ont érigé des menhirs, des temples et des pyramides pour prédire les événements cosmiques et vouer un culte au Dieu du ciel. Mais les premiers télescopes ont révélé un univers très différent de tout ce que nous pouvions imaginer. Lorsque nous avons enfin été en mesure d'observer l'espace, nous n'avons pas vu de Dieu, mais des planètes, des étoiles, d'immenses nuages de gaz. En 1755, Emmanuel Kant, scientifique et philosophe allemand, se penche sur l'existence de ces nébuleuses, de vastes nuages de gaz, pour élaborer la première théorie moderne sur la formation de notre système solaire. Ces merveilleux nuages de l'espace interstellaire se sont avérés essentiels. C'est là que naissent les étoiles et que se forment les planètes. L'idée maîtresse de Kant est d'envisager que ces nuages de gaz peuvent s'effondrer sur eux-mêmes pour engendrer des étoiles et des planètes. C'est la théorie du ciel. 250 ans plus tard, les théories de Kant permettent encore d'expliquer la naissance de notre système solaire. Aujourd'hui, de nouvelles observations nous révèlent la manière dont le Soleil, les planètes et les lunes se sont formés. Les scientifiques, comme le professeur Jeff Hester, cherchent à résoudre les nombreux mystères de longue date sur le processus de formation. Nous pouvons désormais répondre aux questions que l'humanité se pose depuis toujours. Et cela change le regard que nous portons sur nous-mêmes. Le docteur Michel Thaler est astronome. Elle étudie les données du télescope spatial Spitzer, le quatrième et dernier élément du grand programme d'observatoires spatiaux de la NASA, qui donne aux scientifiques un aperçu totalement nouveau de l'univers. L'astronomie moderne nous permet enfin de voir l'univers tel qu'il est et non tel que nous le percevons. L'un des moyens d'établir comment notre système solaire s'est constitué est d'observer la manière dont se forment d'autres systèmes éloignés. Mais si Kant a raison et que les systèmes solaires se forment au cœur de vastes nuages de gaz interstellaires, nous pourrions bien ne jamais les voir évoluer. Notre perception oculaire ne nous permet de voir qu'une partie de l'univers réel. Il existe tant de choses que les humains n'ont simplement pas la faculté naturelle de voir. Les objets émettent des radiations infrarouges. La longueur d'onde de l'infrarouge est supérieure à celle de la lumière visible et n'est donc pas dissipée par la poussière. Les télescopes conventionnels qui utilisent la lumière visible ne peuvent pas distinguer l'intérieur d'une nébuleuse. Mais grâce à ces capteurs infrarouges, le télescope Spitzer peut voir dans le noir. C'est le même principe qu'utilisent les pompiers. Cette pièce est remplie de fumée. Il est impossible de distinguer ce qui se passe à l'intérieur avec ses yeux ou avec une caméra ordinaire. Les pompiers utilisent donc des caméras infrarouges pour repérer les victimes prisonnières d'une pièce enfumée. Ils détectent la chaleur corporelle d'un individu. Le Spitzer fonctionne exactement de la même manière. Il regarde à travers de vastes nuages de gaz et de poussière pour distinguer les planètes, comme le font ces pompiers pour repérer les victimes. La fumée et la poussière bloquent la lumière visible, mais la longueur d'onde de l'infrarouge est plus importante. Pour les scientifiques, c'est une chance de pouvoir disposer d'un tel outil. Vous comprenez maintenant pourquoi, grâce au télescope Spitzer, nous pouvons voir ce qui nous était jusqu'alors invisible. Une caméra dans une pièce en fumée est une chose, mais un télescope dans l'espace en est une autre. Depuis la Terre, en 2003, Michel Thaler et ses collègues attendent impatiemment les premières données du télescope Spitzer. Tous espèrent voir des clichés uniques des origines de notre système solaire.
Personne n'avait encore vu à quoi ressemblait l'univers à travers cette longueur d'onde. Nous avons d'abord été frappés par la beauté des images. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi captivantes. Elles sont vraiment superbes. Mais au-delà de leur beauté, ces images permettent d'observer la formation de mondes éloignés et nous renseignent sur la naissance de notre propre système. L'un des privilèges propres à l'observation de la formation des étoiles et des planètes, c'est qu'elle permet de remonter le temps pour voir ce que nous avons dû traverser il y a plusieurs milliards d'années. Cette incursion dans le passé nous donne un instantané des premiers stades de la formation du système solaire, un aperçu sans précédent de ce qui s'est produit à l'intérieur de l'effondrement de notre nébuleuse. Grâce au télescope Spitzer, nous avons pu observer le moment où la poussière s'agglomère et se réchauffe pour donner naissance à une jeune étoile. La théorie que Kant a énoncée il y a 250 ans s'avère essentiellement correcte. Notre nébuleuse a commencé à se condenser il y a 4,6 milliards d'années. Il est probable qu'elle tournait déjà lentement sur elle-même dans l'espace depuis sa formation, mais lorsque la matière s'est comprimée, sa rotation s'est accélérée, selon une loi de la physique appelée loi de conservation du moment angulaire. Lorsque la nébuleuse se contracte, la quantité d'énergie reste identique. L'espace étant réduit, la vitesse de rotation doit s'accélérer. Le docteur Solange Ramirez, de l'Institut de recherche Caltech, nous explique comment. À l'origine du système solaire, la nébuleuse était étendue et sa rotation était lente. Lorsqu'elle s'est effondrée sur elle-même, sa rotation s'est accélérée. Tim, notre patineur, subit le même phénomène. Lorsqu'il tournoie les bras écartés, sa rotation est lente. Lorsqu'il ramène les bras vers lui, la rotation s'accélère. Lorsque la rotation de notre nébuleuse s'est accélérée sous l'effondrement de sa propre gravité, une masse de matière dense s'est formée en son centre. C'est ce que l'on appelle une proto-étoile. Au commencement, la chaleur est due aux frictions, mais lorsque la température du noyau de matière atteint 10 millions de degrés, la fusion nucléaire s'opère. Notre étoile est née il y a 4,5 milliards d'années. Les atomes d'hydrogène fusionnent entre eux pour former des atomes d'hélium. Au cours du processus, ils libèrent des photons. C'est la première lumière émise par notre Soleil qui va continuer de briller pendant les 4 milliards d'années à venir. Une gigantesque fournaise nucléaire de plus d'1,5 million de kilomètres de diamètre. Vu de loin, ce processus paraît presque paisible. Notre étoile semble rayonner tranquillement au cœur du système solaire primitif. L'activité était intense, les conditions changeaient rapidement, violemment, rythmées par des explosions et une radiation intense. Notre origine a quelque chose de spectaculaire. D'après les découvertes récentes, la naissance de notre système solaire n'avait rien de paisible. Notre Soleil est sans doute issu de l'un des phénomènes les plus violents du cosmos, la mort explosive d'une autre étoile. Mais bien avant cela, une autre explosion bien plus violente a donné naissance à l'univers. Le Big Bang. On ignore ce qui l'a provoqué, mais d'après les scientifiques, elle serait à l'origine de l'espace, du temps et de toute la matière présente dans l'univers. Pourtant, certains astrophysiciens, comme le professeur Stan Mosley, sont sceptiques, car le Big Bang n'a donné naissance à aucun des 90 éléments chimiques naturels recensés présents dans l'univers. Autour de nous, il n'y a pas que l'hydrogène et l'hélium. Il y a des planètes, des humains. Nous sommes constitués de carbone et d'oxygène. Et les planètes de fer et de silicone. Tous ces éléments ne proviennent pas du Big Bang, mais d'ailleurs. Sur Terre, nous avons appris à créer de nouveaux éléments grâce à la technologie nucléaire. Au cœur des étoiles, le processus est identique. L'hydrogène et l'hélium issus du Big Bang fusionnent pour former des éléments plus lourds. Arrivés au terme de leur vie, les étoiles explosent.
Lorsqu'elle explose, une supernova libère autant d'énergie que le Soleil au cours de toute sa durée de vie, soit environ 10 milliards d'années. Mais la supernova dégage cette énergie en moins de 24 heures. Puis son volume croît durant quelques mois. Lorsqu'elle se dilate, elle brille comme une galaxie, l'équivalent de plusieurs milliards de soleils. Lorsqu'une étoile agonise, la fusion des éléments qu'elle a engendrés au cours de sa vie donne naissance à des éléments plus lourds. Et quand elle explose, ces éléments sont projetés dans l'espace. Lors de son agonie, elle crée des éléments essentiels à la vie et à la formation des planètes. Elle expulse dans les nuages de gaz interstellaires le produit des fusions nucléaires qu'elle a engendrées au cours de millions d'années. Ces éléments constituent la base de nuages de matière qui formeront des étoiles par la suite. Mais ces nébuleuses sont si étendues qu'il est difficile de comprendre ce qui les pousse à s'effondrer sur elles-mêmes. Le meilleur moyen d'en savoir plus est d'examiner la matière primitive dont elles sont composées. Pour cela, il faut analyser deux des plus anciens objets célestes du système solaire, les astéroïdes et les comètes. Mais d'abord, les scientifiques doivent se procurer un échantillon dans l'espace intersidéral. Les comètes sont des vestiges du système solaire primitif qui renferment des indices sur nos origines. Mais avant de pouvoir les étudier en profondeur, les scientifiques ont dû se procurer des échantillons. En 1981, le docteur Peter Tsu de la NASA s'est intéressé à la manière de prélever des fragments sur une comète et de les rapatrier sur Terre. Il s'agit presque d'une expertise médico-légale appliquée à l'espace. Les séries télévisées nous montrent comment on prélève un échantillon de peinture ou un cheveu sur les lieux du crime. Ce que nous faisons est très similaire. Le docteur Tsu et ses collègues ont conçu la sonde Stardust, dont la mission consiste à prélever des poussières dans la queue de la comète Wild 2, à près de 500 millions de kilomètres de la Terre. Le problème, c'est que ces particules filent à une vitesse relative de 20 000 km/h. Cependant, il est vital que les échantillons nous parviennent intacts. Il fallait une matière capable de piéger ces particules très véloces sans les anéantir. Ce qui revenait à capturer une balle sans la détruire. Le docteur Tsu mène plus de 2000 expériences pour élaborer un matériau susceptible de piéger les particules cométaires. Le résultat est constitué de dioxyde de silicium, le composant principal du verre, mais d'une densité 1000 fois inférieure, l'aérogel. Sa légèreté éthérée en fait le matériau idéal pour capturer les grains de poussière sans les endommager. Le 7 février 1999, la sonde Stardust décolle à bord de la fusée Delta. Mise à feu du réacteur principal et décollage du vaisseau spatial Stardust pour sa mission destinée à récolter les éléments de la formation de notre système solaire. Son voyage de 2 milliards de kilomètres durera près de 5 ans. Mais le soir de la rencontre avec la comète au centre de contrôle, Tsu et ses collègues retiennent leur souffle. Nous avions fait d'innombrables simulations, mais nous nous demandions si la sonde avait croisé une comète et si elle avait pu piéger les particules. Ce que nous redoutions par-dessus tout, c'est qu'elle revienne sans échantillon. Enfin, en 2006, la sonde entre dans l'atmosphère terrestre. Après l'atterrissage, les scientifiques rapatrient sa précieuse cargaison dans les laboratoires. Lorsqu'ils ouvrent la capsule, ils comprennent immédiatement que la mission est un succès. Si j'avais capturé ne serait-ce qu'une particule visible à l'œil nu, j'aurais été comblé. Mais il n'y en avait plus d'une trentaine. La mission est une véritable prouesse technologique. Ces particules sont les premières jamais acheminées sur Terre. Ces grains minuscules contiennent une mine d'informations. Il faudra de longues années avant de comprendre la formation du système solaire. L'analyse rigoureuse des échantillons de Stardust devrait prendre une vingtaine d'années. L'équipe devra sans doute attendre des décennies avant d'obtenir tous les résultats, mais d'autres scientifiques tentent déjà une approche différente.